Les Américains étaient jusqu'alors extrêmement naïfs, pour ainsi dire sans méfiance. Cette affaire est venue bouleverser les mentalités. Les gens se sont aperçus que leurs propres voisins n'étaient peut-être pas au-dessus de tout soupçon, que peut-être des choses se passaient dans leur propre ville, qu'un danger les menaçait. Ils avaient bien eu vent d'histoires abominables. Et ils avaient vu des films comme Frankenstein, Dracula. Mais ces univers-là étaient différents. Celui-ci, c'était notre monde. C'était l'Amérique. L'Amérique des petites villes où ce genre d'histoire n'arrive jamais. On traversait une époque étrange et apparemment prospère. Mais au fond, on savait bien que ce n'était pas le cas. Quand on y réfléchit, quand on pense à ce qu'était la vie avant et après Psychose, on se dit que c'est comme si le film était le rouge-gorge annonçant l'arrivée de l'hiver. Et que l'hiver est vraiment là. Found in the woodshed of an old farmhouse near Plainfield, Wisconsin. Police from throughout the region are investigating at the scene. J'ai écouté les informations à la radio ce soir-là. Une femme de Plainfield avait été assassinée. Et je me souviens d'avoir pensé, est-ce que le corps de Madame Warden se balance toujours au chevron de la toiture quand on entre dans cette maison dont il parle ? Le shérif de Plainfield voulait me voir. Quand je suis rentré de la chasse aux cerfs, je suis donc allé à Plainfield et je suis passé chez lui. Il faisait nuit, on avait tous nos phares allumés. Le shérif s'est chargé de la remise, moi je suis allé dans la cuisine et Fritz, son adjoint, est allé dans le salon. Au bout d'un moment, le shérif nous a appelés, il l'avait découverte pendue dans la réserve. J'ai remonté l'allée et j'ai contourné la remise, là où on avait trouvé Madame Warden. Et un peu à l'écart, il y avait une porte qui donnait sur l'arrière de la ferme. D'un point de vue journalistique, cette histoire posait un problème. Ce qu'on avait découvert était si horrible, si macabre, que c'était proprement indescriptible. Bien sûr, la voir comme ça, avec la tête tranchée comme un cerf, il y avait de quoi rendre malade n'importe qui. L'adjoint Fritz a d'ailleurs été malade. Il est sorti pour aller s'asseoir dans une voiture de police où le chauffage était resté allumé. Mais ça n'a fait qu'aggraver son malaise et il n'est pas retourné dans la maison.
Ce à quoi j'ai tout de suite pensé quand j'ai entendu parler de cette histoire à la radio, c'est que c'était l'époque de l'ouverture de la chasse aux cerfs. Et il y avait cette femme innocente qui tenait une quincaillerie et qu'on avait assassinée pour la revêtir ensuite d'une peau de cerf. C'était abject. C'était une vision pénible, abominable. Et quand j'ai entendu ce flash à la radio, c'est cette image-là que j'ai eue dans la tête immédiatement. Plainfield était une petite ville rurale typique des États-Unis. Une petite communauté très conservatrice, où il paraissait impensable qu'un pareil crime ait pu être commis. C'étaient des gens très chaleureux, gentils, des gens sans méfiance. J'ai regardé les dernières informations à 10 heures. Et le journaliste a parlé d'un meurtre qui avait été commis à Plainfield. Mais on ignorait le nom de la victime et les circonstances du drame. Je suis sortie et j'ai couru chez Irène, qui habitait en face, et je lui ai demandé si elle savait quelque chose. Elle m'a dit que oui, que c'était Madame Warden qui avait été tuée. Et elle m'a dit après, tu ne devineras jamais qui la police a emmené. Je lui ai demandé qui, et elle m'a répondu Ed Gein. On n'arrivait pas à croire qu'il puisse faire du mal à qui que ce soit. C'est tout ce qu'elle savait. On a continué de discuter et on se disait qu'Eddie n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Je suis rentrée chez moi et pour la première fois depuis des années, j'ai fermé ma porte à clé. What kind of a man did you know him as? Well, Menem was a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little odd. Odd? Odd, Did you yeah. ever suspect anything like this? Or? No, I'd said he was more or less a pleasant man who would be a nice man to talk to, or somebody would like to have around. He seems to be harmless fella, you know. Boy, I knew him pretty near all my Bon sang, je le connaissais bien, ah ça oui. Je le connaissais depuis toujours, probablement depuis que j'avais 6 ans. Personne ne l'a aussi bien connu que moi. C'était un solitaire, calme et replié sur lui-même. Il n'était pas du genre à sortir et tout ça. Je crois que les gens le prenaient un peu pour une espèce d'ermite. Believe that a sales receipt for a gallon of antifreeze found at the Warden hardware store points to a suspect who's alleged to have shot Mrs. Warden with a .22 caliber rifle from her store. The suspect has not been named, but it's known that the victim's body was found on the farm of one Edward... Quelques heures après l'horrible meurtre de Madame Warden, Bob Hill, un gamin du coin, est allé chez Gein et il lui a demandé s'il pouvait le conduire en ville. Et il a gentiment accepté. Il l'a conduit en ville. Il commençait à se faire tard et mes parents m'ont dit « Edouard est vraiment trop bon de t'emmener. Il faudrait lui proposer de rester dîner avec nous ce soir. » Et on était tous là, en train de dîner, quand le beau-frère est rentré de la chasse aux cerfs. Il voulait savoir ce qui se passait en ville. Il disait qu'il y avait des tas de voitures de police avec des gyrophares allumés et tout le reste. Alors j'ai dit à Ed, si on allait voir ce qui se passe. Il a dit oui, pourquoi pas. Il est monté dans sa voiture, il a démarré et on est parti. Et puis une voiture est venue nous barrer le passage. C'était la voiture de police de Tony. Il s'est approché. Ed a baissé la vitre et Dan lui a demandé « Êtes-vous Ed Gein ?» Il a dit oui. Et Dan lui a dit « J'aimerais vous parler. » Alors ils l'ont immédiatement emmené à Wuchara. Et je ne l'ai plus jamais revu. À partir de là, ça n'a plus arrêté. Chaque jour qui passait était comme un coup de marteau sur la tête. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau et d'abominable. Amid the filth and squalor of the suspect's house, lawmen have found a grisly collection of preserved body parts and human skulls and skeletons. Crime Lab investigators are now trying to determine how long this man may have been killing and how many unsolved murders in the area he may have committed. More news on the House of Horror later.
Les experts de la police scientifique qui sont venus de Madison avaient déjà enquêté par le passé sur toutes sortes de crimes, mais jamais ils n'avaient eu affaire à ce qu'ils ont découvert chez Ed Gein. Les masques de la mort, des restes de corps. Par exemple, il y avait cette boîte. Quand ils l'ont ouverte, ils y ont trouvé une chaîne qui ressemblait à un collier, sauf que c'était un collier fait avec des pointes de sein. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des vagins qui macéraient, pour ainsi dire, dans du vinaigre. Et les fauteuils et les canapés étaient couverts de morceaux de corps humain. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'était pas uniquement un crime atroce. C'était une affaire abominable, comme jamais, à ma connaissance, il n'en était survenu dans une petite ville. Elle faisait les gros titres de la presse. La maison de l'horreur frappe la nation de stupeur. C'est une gentille petite ville. Les gens sont charmants et toujours prêts à se rendre service. Personne ne savait comment faire face à l'événement. À mon avis, ce qui a été très révélateur dans cette affaire, c'est que Gein a, dans un sens, américanisé l'horreur. Avant Gein, et avant les films que l'obsédante atrocité de son histoire a engendrés, les monstres du cinéma d'épouvante étaient toujours des étrangers. Ils venaient d'Égypte et c'était des momies, de Transylvanie et c'était Dracula, ou bien ils arrivaient de l'espace. Avec Gein est apparu un genre très spécifiquement américain. Would you like a room? Our rates are $35 on the weekdays, $37 on the weekends, or $165 a week. If you'd like to see a room, number 4 is open. Help yourself. Thank you. Le fait que Psychose soit justement sorti à ce moment-là a beaucoup contribué, selon moi, à son succès. Parce qu'en somme, il exposait les choses au grand jour. En gros, il disait, vous allez dans un motel avec vos gamins et votre épouse, tout vous semble parfait, et le type qui tient le motel est un tueur de jeunes femmes. Just tell me where Norman Bates came from. Where did you get the idea for Norman from? At the time I lived in Wisconsin, there was a murder committed by Mr. Ed Gein, generally called Ed Gein. And all that interested me about this gentleman was the fact that he had lived in a town even smaller than the one I was living in and was able to get away with murder without anybody finding out about it. And I said, there's got to be a story here. But I didn't go over to this little town of Plainfield because I couldn't. I didn't even have a car to drive over there. And very little was being said about it because in those days the press was quite prudish about giving details. So I had to more or less invent this character. So I invented Norman Bates. I gave him the traits that he might need, an amnesic fugue that would allow even himself
to be ignorant of the crimes he was committing. I invented him as a character, and I built him a motel, and I installed a shower in it for him. Le film était pratiquement dénué de toute violence effective. Tout se situait au niveau psychologique, dans la tête du personnage principal. L'horreur, c'était le motel Bates. L'horreur, c'était toute cette sauvagerie démentielle. L'histoire originale sur laquelle le film reposait était bien trop effroyable. On ne parlait pas de gens démembrés, éventrés, ou à qui on avait fait subir ce qu'on voit aujourd'hui. Ça ne nous intéressait pas. À l'époque, le cinéma était un divertissement. Of course, the victim, or should I say victims, hadn't any conception as to the type of people they would be confronted with in this house, especially the woman. She was the weirdest and the most... Well, let's go into her bedroom. Here's the woman's room, still beautifully preserved. And the imprint of her figure on the bed where she used to lay. I think some of her clothes are still in this wardrobe. Crime Lab had no further comment. In a bizarre new twist at the death farm, a sealed room has been discovered. It's believed to have been preserved untouched since the death of the suspect's mother 12 years ago. Et puis, il y a eu cette pièce qu'ils ont ouverte et qui avait été condamnée. C'était la chambre de sa mère et c'était la seule pièce bien rangée dans la maison. Il y avait le lit, une petite table avec une Bible et elle était pleine de poussière et dans ses teintes roses, un rose pâle, un peu délavé. C'était la seule pièce bien rangée dans la maison. L'attachement de Guin à sa mère était d'ordre pathologique. Il entretenait avec elle une relation très intense d'amour et de haine. Bon nombre de schizophrènes ont été éduqués par leur mère comme Guin l'a été par la sienne, c'est-à-dire un perpétuel va-et-vient entre de terribles reproches et les témoignages d'un amour étouffant, proche de la dévotion. Les psychiatres ont raconté que c'est parce qu'il aimait passionnément sa mère qu'il avait profané des sépultures et ramené chez lui des morceaux de femmes pour posséder quelque chose qui la lui rappellerait. Ah, ce sont les psychiatres qui disaient ça. La mère de M. Guin était une femme très autoritaire à laquelle il se soumettait parce qu'elle représentait pour lui une figure dominante. Lorsqu'elle est morte et qu'il n'a pas pu la ressusciter, comme il avait eu l'espoir de le faire, il s'est mis en quête de pièces de rechange, en quelque sorte, comme pour la remplacer. Il a rapporté chez lui l'une de ses pièces et l'a accrochée dans sa cuisine. Tous ces éléments étaient chargés de la représenter. Puisqu'une fois morte, sa mère lui échappait, il lui fallait en trouver une de substitution. This young man, you had to feel sorry for him. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Le film a eu un impact bien plus grand que ce qu'on avait tous pu imaginer, y compris moi. Il a pris de l'ampleur. Il est devenu quelque chose d'important. Et d'après moi, tout ce qu'on a pu raconter à son sujet, tout ce qu'on a pu dire de ses aspects choquants, de l'horreur, c'était une façon de refuser d'admettre l'importance de ces enjeux. Un garçon attiré par sa mère, un garçon qui refuse de l'enterrer. C'est terrible. Il y a des idées terribles dans ce film, et il fallait faire en sorte de les rendre acceptables.
Je suppose que l'aspect majeur, c'est le côté incestueux. À part chez Cécile B2000, le cinéma populaire n'avait jamais évoqué l'inceste. But all of these things contributed, I think, to formation of the character, who in my book is about 10 years older than he was portrayed on the screen. Whereas in the book I can get away with having a middle-aged man as my murderer without necessarily implicating him. In those days, the conventions of films were such that anybody over the age of, say, 30 was either funny or wicked. Afin de dérouter le public, il nous fallait à tout prix tourner certaines choses en dérision, aborder certains sujets que je n'étais pas censé aborder. Dans un sens, j'étais un vilain. Je parlais de pornographie. À l'époque, ça évoquait tout de suite la masturbation. Je parlais de faire l'amour l'après-midi, ce qui ne se faisait pas en 1959, de retrouver son amant ou sa maîtresse à l'heure du déjeuner. Toutes ces choses qui vous donnaient envie de ricaner bêtement. Ce que je voulais, c'était préparer le public pour le meurtre, le troubler inconsciemment, par avance. Je me souviens d'avoir dit à Hitchcock que je voulais voir des toilettes dans le film. On n'avait jamais montré de toilettes à l'écran. Je voulais même qu'on entende la chasse d'eau. Ça l'a un peu étonné, et il n'était pas tout à fait sûr d'avoir compris ce que je voulais. Alors je lui ai dit, vous connaissez ça, le problème de l'apprentissage de la propreté. Ça avait un aspect très freudien à l'époque. Et Hitchcock se réjouissait beaucoup à l'idée de déstabiliser encore davantage ses spectateurs. Tout ça parce qu'au cours de leur petite enfance, on ne leur avait pas appris à aller correctement sur le pot. Well, it's too horrible to describe. Dreadful. And I'll tell you, there's a very important clue was found here. Down there. Je voulais que les gens se sentent mal à l'aise pour qu'au moment de l'agression, ils aient quasiment l'impression d'être eux-mêmes les victimes. Être nus et mouillés nous rend très vulnérables. Il y a des tas de choses dans la vie qu'on détesterait voir arriver lorsqu'on est nu et mouillé. Je n'ai plus jamais pris de douche après avoir vu cette scène dans le film. Il m'est arrivé de me retrouver dans des endroits où il n'y avait que des douches. Dans ce cas, je laissais le rideau ouvert ou bien le pare-douche. Et il fallait aussi que la porte de la salle de bain reste ouverte et que je sois tournée vers elle, même quand l'eau arrivait dans mon dos. Bref, on ne m'y reprendra plus, du moins pas à mon insu. C'est ma hantise. À cette époque, au cinéma, il suffisait d'une volée de coups, d'une balle de revolver ou d'un coup de couteau pour exprimer une violence extrême. Si j'avais voulu montrer à l'écran le dépeçage de la victime, les producteurs m'auraient dit « Non, non, c'est impossible ». Le monde est meurtrier. On aime tuer. La chasse, par exemple, n'est plus une nécessité. On prétend encore que c'est pour manger, mais c'est faux. C'est pour le plaisir de tuer. Ed Gein a tué l'une de ses victimes exactement comme les chasseurs tuent un cerf. Puis il l'a suspendu et dépecé, et il lui a fait tout ce qu'on fait à des animaux. Sauf qu'il s'agissait là d'un être humain. Et je suppose qu'il devait se dire, quelle différence que ce soit un cerf ou un être humain. Si on est parti pour tuer, alors tuons. On ne peut pas défendre un homme comme Ed Gein sans tâcher de comprendre ce qui l'a poussé à commettre de telles atrocités. Dans sa jeunesse, M. Gein a eu l'occasion de voir des animaux qu'on avait massacrés.
Ses parents tenaient une épicerie et une boucherie, et on lui a dit de ne jamais faire ça. Une fois, il a vu sa mère avec un tablier couvert de sang, et ça l'a marqué très longtemps. Sa mère en train d'éventrer une bête, se tournant ensuite lentement vers lui et le regardant. Pendant toute sa vie, ce souvenir, cette image est restée très vivante dans son esprit. Imaginez cette mère que Guin voyait gigantesque, debout là, brandissant un couteau de boucher à la lame aussi aiguisée qu'un rasoir, le giron couvert du sang et des viscères de la bête qu'elle était en train de dépecer. Si vous avez déjà entendu un adulte vous raconter comment, lorsqu'il était encore un enfant, il torturait et tuait des oiseaux, vous comprendrez la fascination que Norman Bates exerce sur nous. Il est le gamin qui torturait des oiseaux et à qui on ne disait rien. Même après qu'il a tué Marion, on comprend cet homme faible qui cherche à protéger sa mère et on finit par l'aimer. Par l'aimer vraiment. Voici un homme qui n'avait rien de particulier en apparence. Il n'était pas agressif, plutôt passif, un peu efféminé même. Du coup, les gens se sont dit, eh bien, si ce type peut le faire, c'est que d'autres en sont capables aussi. C'était terrible parce qu'il croyait se connaître et connaître tous les habitants de la ville. Et puis il y avait cet homme qui gardait les enfants, qui s'occupait d'eux, qui était gentil, leur rendait service. Et jusqu'au jour où tout a été découvert, ils ignoraient ce qui se tramait derrière sa porte. J'ai essayé, et Hitchcock y est sans doute parvenu dans son film, de faire que tout paraisse terriblement banal, même une fois qu'on est à l'intérieur de la maison de Norman Bates. Pas d'allée sombre qui mène à la demeure, rien à voir avec ce qu'on avait fait auparavant. C'était en quelque sorte comme si le meurtre avait lieu chez soi. À mon avis, la guerre froide, comme on l'appelait, avait fait ressurgir en nous des sentiments horribles. On avait l'impression que les gens faisaient semblant d'être ce qu'au fond ils n'étaient pas. Aujourd'hui, bien sûr, quand une gentille petite famille vit au coin de la rue, on n'est pas plus étonné que ça d'apprendre que l'un des enfants y est maltraité. Mais à cette époque, on ne pensait pas comme ça. On n'y pensait pas, c'est tout. C'est pour ça que je crois qu'il y avait une sorte de terreur qui montait. Nous étions confrontés à une culture très différente de celle à laquelle nous avions été habitués jusque-là. Il a reconnu avoir profané 9 sépultures. Il avait entendu dire que la chair humaine et la viande de porc avaient le même goût. Il avait déclaré ne jamais avoir tué de cerf de sa vie. Les gens se sont mis à soupçonner quelque chose, parce qu'il offrait du gros gibier à ses voisins. Dans la région, les gens ont commencé à paniquer. Les cliniques avaient constaté plusieurs cas de gastro-entérite avec des ulcères et des nausées, des vomissements, des estomacs barbouillés. Il a fallu calmer les gens, les faire examiner par leur médecin de famille, parce qu'ils redoutaient d'avoir été impliqués contre leur gré dans des histoires de cannibalisme. J'avais de la famille qui vivait dans la ville voisine de celle d'Ed Gein, et il m'avait raconté ces histoires abominables d'abat-jour en peau humaine, de meubles et de profanation de sépultures.
Pour moi, c'était un peu comme ces histoires qu'on raconte autour d'un feu de camp, dans les bois, ces contes horribles qui font peur. Je ne connaissais pas le nom de cet homme. Je n'avais même jamais entendu parler d'Ed Gein. Je savais juste qu'il s'était passé quelque chose d'effroyable. Mais cette image m'est restée, et j'ai grandi avec ça dans la tête. Hello? Je crois que l'affiche disait « Cela s'est vraiment passé » et le film est tout aussi véridique, ou quelque chose comme ça. Et ce qu'on voit dans le film, c'est la version d'un conte populaire très ancien et très répandu, qui parle de pièces, de maisons taboues, où personne n'a le droit d'entrer, et dont on sait quelles sont les chambres de la mort ou les chambres interdites. Mais bien sûr, les gens y entrent malgré tout. Ils découvrent une pièce pleine de corps démembrés, puis ils sont assassinés à leur tour et démembrés, etc. Et c'est comme ça que l'affaire Gein a été assimilée à ce genre d'histoire. Comme si, à un niveau archaïque de notre esprit, on pouvait comprendre ces horreurs en termes d'histoire. J'envisageais de créer la maison de l'horreur suprême, si vous voulez. Une maison qui aurait l'odeur et le goût de la mort. Je voulais susciter dans les esprits l'image de la mort, la réminiscence du grand monstre. J'ai dû décorer et redécorer cette maison plusieurs fois avant d'obtenir ce que je voulais. Comme un totem d'ossements et une œuvre d'art. Quelqu'un qui en aurait fait l'expérience à fond, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle. Quelqu'un qui serait capable, en fait, de retrousser ses manches et de plonger les mains dans la mort. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce monstre était tapi en chacun de nous, qu'il s'agissait de la mort et de la folie. Et je l'ai abordé comme une espèce de documentaire. Grave robbing in Texas is this hour's top news story. An informant led officers of the Muerto County Sheriff's Department to a cemetery just outside the small rural Texas community of Newt early this morning. Officers there discovered what appeared to be a grisly work of art. Remains of a badly decomposed body. Je me souviens que la profanation de sépultures en faisait partie. Mais il y avait autre chose, un côté morbide. Les gens étaient vraiment choqués. On ne dérange pas les morts. Oh, ils savaient bien que c'était pire de profaner les sépultures. Pire que d'avoir commis un meurtre. Parce que ça concernait plus de gens, en fait. Quand je me suis rendu compte que ces choses que j'avais pour ainsi dire arrachées à l'inconscient collectif, Ed Gein les avait réellement faites et qu'il avait réellement fait sécher sur des allonges des morceaux de corps humain, et que c'était un cannibale, j'ai été très surpris. Il y a quelque chose qui relève du merveilleux dans notre relation avec Gein. C'est comme si l'un des personnages qui hantent les recoins les plus obscurs de nos esprits avait soudain surgi au grand jour, en pleine réalité, et que nous nous soyons retrouvés face à ce monstre surnaturel, pourtant fait de chair. J'ai lu Massacre à la tronçonneuse comme un conte de fées, qui en fait avait beaucoup à voir avec les angoisses suscitées par la guerre du Vietnam, surtout chez les jeunes. C'était une vision de l'Amérique transformée en vaste machine meurtrière qui se nourrit de sa propre jeunesse. La machine de la mort faisait partie de la guerre du Vietnam. La vie ne vaut rien. Ça faisait partie du discours. La vie peut s'acheter et se vendre. On peut manger la vie.
On vit de la vie, et ça aussi, ça a quelque chose à voir avec les aspects cannibales du film. C'est effrayant. Ce qui se passe dans le monde est effrayant. L'époque est effrayante. On était jeunes et naïfs alors, et on ignorait où tout ça allait nous mener. Aujourd'hui, l'horreur prend une forme différente. Je crois que nous voulions, au travers de ce film, appréhender l'histoire et la comprendre d'un point de vue psychologique. Tâcher d'en découvrir le fondement, les raisons profondes susceptibles d'expliquer pourquoi il avait agi de la sorte. Et pour parvenir à ce résultat, il nous fallait entrer plus ou moins dans la tête d'un homme comme Ed Gein et vivre, en fait, dans le même environnement que lui, afin de pouvoir élaborer une théorie et reconstituer la réalité tangible de ses actes. Le silence des agneaux aborde vraiment, je crois, la question de la vieillesse et de la mort, de cette volonté pathologique de créer à n'importe quel prix le corps parfait, de cette obsession chargée de narcissisme. Le personnage de Gum tue des femmes, puis les écorche pour se faire un vêtement de leur peau. Après de longues heures passées dans son sous-sol, il réapparaissait transformé en un splendide papillon et convaincu de se sentir mieux. Mais ça, c'était la version de Gum. Dans le cas de Gein, je crois que c'était un peu plus complexe. Gein s'est fabriqué un gilet mammaire. Il a écorché la partie supérieure d'un torse féminin qu'il a ensuite tanné au moyen de certains conservateurs. Puis, il y a attaché des lanières de façon à pouvoir le porter et des jambières. Bien sûr, il a excisé les parties génitales de plusieurs femmes et apparemment, il avait trouvé un moyen de se les attacher autour du corps également. De ses propres aveux, il se promenait avec, les nuits de pleine lune, et faisait semblant d'être sa mère. À mon avis, avec Madame Warden, il a été troublé, en ce sens qu'elle avait éveillé son intérêt. Elle ressemblait à sa mère. Sa mère n'était plus là, il avait besoin d'une mère de substitution. Et son esprit tourmenté lui rendait inacceptable l'idée qu'une femme puisse être en vie. Il lui fallait une femme, et une femme dans la mort. C'était son obsession. Et là, il avait à sa portée cette femme toute fraîche qu'il venait tout juste de tuer. Il l'avait éventrée, et ce n'était pas un cadavre qu'il avait extirpé d'une tombe. Cet homme sombrait toujours plus profondément dans la maladie mentale.
Quand nous avons compris qu'il nous faudrait décorer le sous-sol de Gum et décider du type de maison qu'il habiterait, nous avons alors décidé de nous inspirer des photos de la maison de Gein. Nous voulions que la réalité colle au maximum avec nos informations, du moins avec celles dont nous disposions au sujet de Gein, parce que nous sentions bien toutes les similitudes entre la mentalité de notre personnage et celle d'Ed Gein. Ce qui a rendu notre travail à la fois abominable et drôle, c'était la recherche de la matière dont serait fait le costume en peau humaine. Je me rappelle que je l'ai montré à Jonathan. Je l'avais mis sur un mannequin dans le sous-sol et j'étais... On était là avec toute l'équipe. On a ôté le voile et je me suis sentie très mal à l'aise, gênée, parce que nous étions devant ce corps de femme couvert de morceaux de peau et c'était répugnant. Il fallait que ce soit répugnant. Et Jonathan, en fait, était inquiet parce qu'il trouvait que c'était encore trop beau. Il fallait qu'on en fasse plus pour que ce soit encore plus horrible. Je crois que tout ça a un lien avec les critères de la beauté. Ce que les gens trouvent beau et qui n'est qu'apparence. Gein et Gum souffraient tous deux pareillement d'un terrible sentiment de laideur, de médiocrité et de malaise par rapport à leur enfance. Tous les deux avaient été très malheureux et c'étaient des enfants qui avaient la certitude de n'avoir rien de beau en eux. Il y a probablement en chacun de nous un petit peu de Gein ou de Gum, une certaine perversion à laquelle on échappe grâce à notre éducation, essentiellement. Le fait de comprendre ça explique sans doute notre fascination et notre attirance pour de tels personnages. Avec le fan club, on a commencé par des t-shirts. Très vite, ils se sont vendus comme des petits pains. On a reçu des tonnes de lettres de gens qui voulaient toutes sortes d'articles supplémentaires. La demande était telle qu'on a décidé de créer un fan club officiel, le Ed Gein Fan Club. C'est vrai que cela peut paraître bizarre, un fan club qui porte le nom d'Ed Gein. Mais il s'agit en fait d'un groupe de gens qui s'intéressent à un homme dont l'image est à l'origine de nombreux films d'horreur. Certains de ces films comptent parmi les meilleurs et sont considérés aujourd'hui comme des classiques du genre. Les gens qui ont le plus répondu à Gein, ceux qui possédaient dans leur maison des figurines à son effigie, ceux qui portaient des t-shirts Ed Gein et s'abonnaient aux journaux Ed Gein, ce n'est évidemment pas toute la population. C'était plutôt un public très particulier, des désaxés dans une certaine mesure. Et je crois que Gein est devenu, à un certain niveau, leur saint patron. Ce n'est sans doute pas le terme juste, mais il représente, pour moi, une espèce d'archétype de l'obsession de l'horreur, le genre de type bizarre qui aime le sang, qui collectionne tous ces trucs horribles. Nous avons reçu des lettres écrites en mauvais anglais. Moi, être grand fan d'Ed Gein depuis longtemps, SVP, envoyez comment m'inscrire. Ce qui est intéressant, c'est la controverse que ça a provoqué. Nous avons été assaillis de demandes émanant de journaux qui voulaient écrire un article sur le fan club. Parce que ça a un côté tellement malsain. Nous, ça nous fait rigoler. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Je crois que le phénomène d'identification à des meurtriers s'est accru depuis Psychose. Et l'affaire de ce malheureux Ed Gein.
Ed Gein case. Aujourd'hui, il semble que nous assistions à une glorification des tueurs en série. Si j'ai un conseil à donner aux cinéastes, c'est d'être très prudent. Lorsque Massacre à la tronçonneuse est sorti, on ne mesurait pas tout à fait l'impact que pouvait avoir un film, ni toutes ses implications. Le problème avec un cas comme celui-ci, c'est qu'au bout du compte, on ne se souvient plus que de l'individu qui a commis l'action et on oublie les victimes qui ont souffert par sa faute. Qu'elles aient été assassinées ou torturées, on les oublie. Et dans ce cas précis, bien sûr, nous avons les photos de Madame Warden. On voit son cercueil ouvert et on voit bien qu'on a tenté de rassembler les morceaux en quelque sorte avant de l'enterrer. Je ne sais pas comment ils ont fait. Elle avait la tête tranchée, on l'avait éventrée, mais ils se sont suffisamment bien débrouillés pour que les gens puissent la voir dans son cercueil. C'est incroyable. Elle portait, je crois, une robe violette ou lavande. On voyait bien qu'elle était maquillée. Ses cheveux, ses lunettes. Et c'était impossible de se dire qu'à cette femme-là, on lui avait fait ce que Ed Gein lui avait fait. L'homélie du pasteur portait plus ou moins sur le thème de la réconciliation. Et ensuite, les gens l'ont tous accompagné au cimetière. Et Madame Warden a été enterrée là où Ed Gein avait profané des sépultures. Je me sentais tellement mal à cause de cette mort horrible qui avait été la sienne. Et puis, on avait fait un tel cirque. J'étais désolée pour la famille Warden. Je regrette que personne n'ait rien pu faire. Dès qu'il y a un accident de voiture, les gens s'empressent autour. Ils veulent voir du sang. Je comprends pas pourquoi. Les mauvais font ce que les bons rêvent de faire. Je crois que cela résume assez bien la fascination, non seulement pour Gein, mais pour l'horreur en général. L'incendie de la maison s'était déclenché, selon moi, dans des circonstances très mystérieuses. Il y avait peut-être encore des preuves à l'intérieur. Je crois que les pompiers n'ont jamais mis autant de temps pour arriver sur le lieu d'un sinistre. Tout le monde à Plainfield voulait que cette maison brûle à cause de cet homme qui envisageait de la racheter pour en faire un musée. Une espèce d'attraction payante qu'on pourrait visiter. C'est pour ça que nous étions tous très heureux qu'elle soit la proie des flammes. Il n'y a pas eu vraiment d'enquête non plus sur l'incendie, parce qu'on ne voulait plus de cette maison. Why did they keep the heat on in Eddie Gein's house? Why? So his furniture wouldn't get goosebumps. What was Ed Gein's numbers when he went to prison? What? I-812.